La team, l'épine dans la chaussure du président Assimi Goïta au Mali, c'est l'imam Dicko. C'est l'imam Dicko qui serait capable d'occasionner de graves problèmes au gouvernement malien actuel. Vous savez, pendant que le président Assimi Goïta se bat comme il peut pour joindre les deux bouts, pendant qu'il essaie tant bien que mal de finir avec le problème des terroristes, des djihadistes, des rebelles et tout, vous avez l'imam Dicko de l'autre côté qui va toujours signer des accords, qui va toujours discuter, qui va toujours échanger avec des forces ennemies. Voyez-vous, Kidal a été contrôlé pendant plus d'une décennie par des groupes terroristes. Ils ont contrôlé et ils ont tué des populations, ils ont violé des innocents, ils ont massacré tous les villages. Ils ont obligé les populations à suivre leur nouvelle façon de faire. Tous les gouvernements sont passés et rien n'a changé. La France était sur place, rien n'a changé. L'Algérie même était là, rien n'a changé. Il a fallu que le président Assimi Goïta arrive avec son groupe pour que Kidal aujourd'hui revienne entre les mains des Maliens. Je pense que tout homme de Dieu digne de ce nom devrait d'abord être heureux pour ça. Heureux pour la réunification, heureux pour la réconciliation nationale qui est possible aujourd'hui avec Assimi Goïta. Au lieu de ça, monsieur l'imam Dicko, lui, il préfère partir rencontrer le président de l'Algérie, discuter avec lui, négocier avec lui, papoter avec lui, dans l'intérêt de l'Algérie et dans son propre intérêt à lui, l'imam. Mais il ne tient pas compte du gouvernement du Mali. C'est-à-dire, il part traiter aujourd'hui avec un gouvernement qui décide de profiter et d'abuser du Mali. Vous savez qu'on parle souvent des accords d'Alger. Regardez tous ces faux accords d'Alger. Parce que l'Algérie est considérée comme le pays qui veut toujours jouer au médiateur entre les terroristes et le gouvernement. Mais on se rend compte que quand vous laissez l'Algérie jouer au médiateur, vous ne vous posez pas les bonnes questions qui sont comment l'Algérie, eux, ils peuvent négocier avec les terroristes. Ça veut dire qu'eux, ils sont donc en lien, en contact direct avec les terroristes. Et qui gagne dans ces médiations-là si ce n'est pas l'Algérie elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Mali le sait. Le gouvernement du Mali veut combattre les terroristes, mais pas à moitié. Il veut combattre les terroristes et je pense que tout État normal, tout gouvernement normal aimerait voir les terroristes disparaître. Donc, si le Mali combat les terroristes, si le Niger, le Burkina combat, je pense que l'Algérie devrait aussi combattre les terroristes pour vraiment éradiquer ce fléau-là dans la zone sahélienne. Mais seulement, il y a des gouvernements qui ont décidé de protéger les terroristes et de donner même les portes de sortie aux terroristes pour pouvoir encore attaquer le régime. L'imam Dicko est bien au courant de ça, mais c'est lui qui s'assoit sur la table avec ce genre de personnes pour discuter et comme ça encore faire de bons plans comment faire pour attaquer le Mali et envahir une seconde fois les zones importantes du Mali. La team, écoutons ces deux vidéos ici où on vous parle de ces rencontres entre le président Tebboune et un président de l'Algérie et monsieur l'imam Dicko. Quand on prend l'historique des rébellions au nord, on se rend compte que tous ces conflits armés ont fini par aboutir à des compromis ou des compromissions pour l'État malien suite à la signature des accords négatifs sous la houlette et avec la médiation de ces pays voisins. Il y a déjà 4 accords. Accord de Tamaracet qui demandait la démilitarisation d'une bonne partie des régions du Nord. Le pacte national, l'accord d'Alger de 2006, l'accord d'Alger de 2015 également,
qui consacre la partition pure et simple du Mali. Et aujourd'hui, grâce à la matérialisation de la puissance ou la montée en puissance de l'armée malienne, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire, non pas sans nous avoir débarrassé des partenaires malhonnêtes tels que la France et la MINUSMA. Et aujourd'hui, tous les leaders terroristes maliens trouvent refuge sur les territoires algériens avec la caution et la bénédiction des autorités de ces pays. C'est désormais un secret de polichinelle que Iyad Agali est sur le territoire algérien avec toute sa bande et il est protégé par les services de renseignement de ce pays. Puisque c'est le moment des désillusions pour les Maliens, c'est aujourd'hui possible de parler de ce voisin. Puisque je me rappelle, en janvier 2022, quand les autorités maliennes se glorifiaient de l'amitié de l'Algérie, j'avais mis en garde contre la fourberie de ses voisins. Et beaucoup de Maliens m'ont répondu par des injures, soi-disant que je n'aimais pas le Mali, je n'aimais pas la transition. Et aujourd'hui, ils ont fini par déchanter face à la triste réalité des choses. L'Algérie a convoqué Al-Gabas et tous les leaders terroristes et demande à l'autorité du Mali de respecter un accord qui consacre la partition du Mali. Est-ce que cela est possible en Algérie? Supposons que quelques voyous se réunissent pour mettre en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie acceptera qu'un pays voisin vienne s'immiscer dans ça et lui imposer un agenda? Pourtant, pendant la guerre de libération de l'Algérie, ce n'est pas comme ça que le Mali avait aidé ses pays voisins. Quelle ingratitude! Et les terroristes, Al-Gabas et Yad, menacent le Mali aujourd'hui à partir du territoire de l'Algérie, où ils se réorganisent matériellement, militairement, financièrement pour attaquer encore le Mali. Et au niveau de la diplomatie, l'Algérie pousse l'outrecuidance jusqu'à convoquer et à afficher officiellement ses leaders terroristes. Sans la volonté, semble-t-il, de l'État du Mali, puisque, selon nos informations, l'État du Mali a décliné l'invitation in extremis. On a invité l'imam Diko aussi, qui a participé, et l'Algérie a affiché. C'est là aussi l'audience accordée par président Tebboune à l'imam Diko. Et quand vous regardez l'image, la photo de cette audience, vous verrez le président Tebboune avec
3 responsables algériens, des hautes personnalités, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité extérieure, le ministre des Affaires religieuses, face à un particulier, l'imam Dicko, venu du Mali. Alors, il y a trop de questions à ce niveau. L'imam a été invité et reçu à quel titre? Quel est le rôle qu'il peut être amené à jouer pour la sécurité extérieure de l'Algérie? Parce que le ministre de la Sécurité extérieure présent à cette audience, ce n'était pas pour rien, parce qu'il est question de la sécurité extérieure de l'Algérie. Est-ce que la solution proposée par l'Algérie, certes, ça arrange l'Algérie, mais compromettant pour le Mali? Ou bien on se pose la question, est-ce qu'il y a une entente secrète entre l'État du Mali et l'imam Dicko? Est-ce que ça entre dans le cadre d'une stratégie pour ouvrir une négociation entre l'État du Mali et les groupes comme Yad, Dagali et Amadoun Koufa? La question vaut son pesant d'or. On sait aussi que l'Algérie a invité beaucoup de personnalités maliennes à ces différents pourparlers. Pour certains, on a affiché, pour d'autres, c'est resté discret. Et on s'interroge sur les profils des différentes personnalités invitées. Ça suscite questions, ça suscite beaucoup d'intrigues. Anya tasma tugu Algérie kan Algérie tiye bola Algérie doye chogorba anga chogorba ne kon ka dina nyamo kote de parce que n'était mo shi blanye dina ko la fo ta to ko lo melege mais son ika karamoyama mais son i joroma mais ka foko dina ko la ko ne bi blanye wa fo ta to ko lo melege doke parce que ta don ibina mu de fone dina ko na ko alama mu yira ne la kaba. On ne peut pas. L'Algérie nous a répondu. Je vais lire ce que la presse algérienne dit de nous. À la une des journaux algériens contre l'Alliance des États du Sahel, Mali et Assimi Goïta. Le journal pro-gouvernemental, pro-pouvoir, El Kaba, titre, l'Algérie dit le putschiste Goïta joue avec le feu. C'est maintenant que vous allez, peut-être certains qui ont déjà compris, mais les nouveaux qui arrivent là, c'est maintenant que vous allez commencer à respecter l'intelligence de Keïta. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand dans des commentaires on dit Keïta est en avance sur son temps. Je ne suis pas en avance sur mon temps. C'est le temps du Leptako que Dieu a choisi pour que j'intervienne. Sinon, j'étais sur les réseaux, je n'intervenais jamais. C'est à la faveur, si vous me demandez, je peux dire même que c'est dans 2 ans pratiquement. C'est à la faveur de la ratification que j'ai commencé à intervenir. Sinon, avant, je faisais des interventions 1 fois sur la Côte d'Ivoire. Dans le mois, je peux faire 1 fois ou 2 fois sur la Côte d'Ivoire, ça s'arrête. Mais pas tous les jours, comme vous le voyez maintenant. Et c'est à la faveur de la prise du pouvoir d'Assimi Goïta que je suis devenu réellement celui que vous connaissez aujourd'hui. Et que mon engagement que j'avais depuis toujours, maintenant je l'ai mis à découvert devant la face du monde. Et je fais le combat sans complexe, ni crainte, ni peur. Le soir, Algérie aussi favorable, ça c'est notre journal. Le soir, Algérie aussi favorable à Tebboune écrit le jeu suicidaire du putschiste Goïta. Parce qu'on a rappelé notre ambassade de l'Algérie. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'on allait éliminer les terroristes à la frontière de l'Algérie.
c'est parce qu'on allait tuer les terroristes à la frontière de l'Algérie. Des centaines de terroristes se regroupaient. Mais d'où est-ce qu'ils étaient venus? Ou du moins, d'où est-ce qu'ils venaient? Vu que le contrôle de la zone des 3 frontières se trouve désormais entre les mains du Burkina, du Mali et du Niger, d'où est-ce qu'ils sont venus? D'où est-ce qu'ils sont venus? Si ce n'est pas de l'Algérie. Donc l'Algérie montre maintenant son vrai visage. Qui est l'Algérie? Je continue. Décidément, ces journaux révèlent clairement l'intention du régime de l'Algérie de venger les terroristes contre l'armée malienne. La prise de Kidal a été une pilule difficilement consommable par le pouvoir algérien. Je vous ai expliqué l'histoire du bassin pétrolier, du bassin gazier entre le Mali et l'Algérie. Le Mali étant dans le fond, toutes les réserves se trouvent à ce niveau. Mais il y a une réserve au niveau de l'Algérie que cette réserve-là est fournie. Non, c'est comme si l'Algérie est un peu en bas, le Mali est un peu en haut. Donc, quand l'Algérie pompe, elle n'a pas de problème. Donc, quand l'Algérie pompe, elle n'a pas de problème. Mais une fois que le Mali va commencer à pomper, donc tout ce qui est en haut va descendre. Dans l'Algérie, c'est des gouttelettes qui vont sortir. Si l'Algérie a l'habitude de faire 100 000 barils par jour, si le Mali commence son exploitation, l'Algérie ne pourra même pas faire 50 barils par jour. De 100 000 à 50 barils, qu'est-ce qui va arriver à l'Algérie? La crise. La crise. La guerre. Et Tebboune va tomber. Le conflit aujourd'hui pour lequel l'Algérie s'engage corps et âme est prêt et reçoit armes et munitions, je vais vous expliquer encore. Ce que le petit là, parce que moi il m'a énervé avec son affaire de Maroc dans le Liptako. Ça, je ne vous cache pas, hein, il m'a très énervé. Quand on est illettré comme ça, on ferme la bouche. Je ne l'excuse pas, hein, mais c'est un illettré politique. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas allé à l'école, cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas parler, mais politiquement c'est un illettré. Je reviens encore. Lorsque la guerre du Front Polisario s'est déclarée, le Maroc dit, le Front Polisario c'est un territoire du Maroc. L'Algérie dit non. La Mauritanie aussi réclame une autre partie. Donc la question des 3 frontières là, c'est pas seulement entre le Niger, le Mali, le Burkina. La question des 3 frontières, c'est aussi entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Donc la Mauritanie avait gagné une grande partie dans ce combat-là. Donc l'Algérie dit, je vais faire ce qu'on appelle le combat d'usure. Le combat d'usure, c'est-à-dire, c'est ce que Poutine organise aujourd'hui. Le combat du temps. Le combat du temps épuise. Le combat du temps arrête tous les soutiens. Et l'Algérie s'engage dans le combat du temps. Donc la Mauritanie elle-même, elle vient et elle signe papier. Elle dit, je cède, je ne suis plus concerné. Guerre comme ça qui ne finit jamais là. Je n'ai pas l'argent pour faire cette guerre. Je ne peux pas faire cette guerre. Donc, si c'est encore le territoire, prenez votre territoire, moi je ne suis plus dedans. Voilà comment la Mauritanie s'est retirée. Alors, je mets n'importe quel historien au défi d'aller fouiller dans les archives de l'histoire et venir me dire que j'ai eu tort. Voilà comment la Mauritanie s'est retirée. Et c'est resté entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, c'était pas une question de territoire, mais l'Algérie a financé, organisé, entraîné, soutenu et équipé le Front Polisario face au Maroc. Donc l'Algérie était leur soutien. Donc l'Algérie, par la vente de ses pétroles, achetait les armes à la Russie et les donnait au Front Polisario pour combattre le Maroc. Alors quand ce petit qui sort là, qui n'a aucune idée de ce quoi il parle, qu'il apprenne à se taire un peu. Parce que quand il tient des propos qui font mal, on est obligé de ressortir pour recadrer la vérité. Donc, l'Algérie a toujours été un pays de déstabilisation. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce conflit de Front Polisario est là. Ce n'est pas résolu. Il n'y a pas de résolution.
Le Maroc dit tout État qui reconnaît le Front Polisario devient son ennemi et le Maroc rompt toute relation diplomatique. Quand l'Union africaine a tenté de le faire, le Maroc a suspendu sa participation de l'Union africaine. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est le feu qui brûle. C'est pourquoi je vous ai dit que la France a voulu tabler sur les deux. La France a voulu s'appuyer sur le Maroc en lançant l'initiative atlantique, ouverture des États du Sahel vers l'Atlantique. Ça, c'est l'initiative de la France, c'est pas le Maroc. Si vous croyez que c'est le Maroc, c'est que vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je dis à ce petit illettré de Gbagbo, il n'a qu'à la fermer qu'il ne connaît pas. Ça, c'est une initiative de la France. Parce que la France ne veut pas perdre. Et cette initiative, si elle réussit, elle remet en cause l'hégémonie, c'est-à-dire la puissance algérienne dans le Sahel. Et le Maroc devient désormais le maître, le pion avec qui il faut composer et non plus l'Algérie. Voilà le jeu. Et c'est notre pays qui est utilisé dans ce jeu de Troie. C'est pourquoi je dis au président Goïta de faire très attention où il met les pas. De faire très attention avec le Maroc. Le Maroc ne vient pas pour nous aider. Le Maroc ne vient pas pour nous soutenir. Le Maroc vient par rapport à un positionnement géostratégique et affaiblir l'Algérie pour que, pour une bonne fois, la question, le Maroc veut intervenir au Mali pour mettre un terme au combat du Front Polisario. Est-ce que votre petit Gbagbo qui crie toujours matin, midi, soir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a l'intelligence pour comprendre ça? Moi, quand tu me provoques là, je te insulte, ça je vous dis en même temps. Quand tu me provoques là, je te rabais, parce que là, il m'a provoqué. Indirectement, il m'a provoqué. C'est pour avoir un mot final, c'est pour avoir une position finale de toute l'Union européenne que le Maroc aujourd'hui veut s'allier. Et le Maroc veut être l'interlocuteur, écarter le Togo, devenir le seul interlocuteur valable par rapport à l'ouverture sur l'Atlantique, créer cette confiance, écarter l'Algérie, et puis avoir le soutien de l'Union européenne, et puis la question du Front Polisario est terminée. Le Maroc aura son autonomie totale et son indépendance, et le Maroc aura l'entière responsabilité de la gestion du Front Polisario. Si on ne réfléchit pas loin, nous sommes dans une question de géopolitique très élevée. C'est pourquoi j'ai dit au ministre Diop, il dit, monsieur le ministre, moi je ne vais jamais vous manquer de respect. Mais nous, on mène notre combat contre la désinformation et l'intoxication informationnelle, comme vous l'avez si bien dit. Mais je ne crois pas que jusqu'à présent, quelqu'un parmi tous ceux que tu as invités là est arrivé à mieux faire que ce que je fais jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tu n'as pas encore un seul capable de faire ce que je fais. Mais pourtant, tu as osé aller chercher des étrangers pour nous laisser ici. Et vous voulez le Mali croire. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, vous n'êtes pas dans une prédisposition d'esprit du Mali croire. Parce que le Mali croire vous aurait obligé de regarder d'abord les valeurs du Mali avant d'aller à l'extérieur. Vous parlez du Mali croix, mais ce n'est pas dans le comportement. Vous parlez du Mali croix, mais ce n'est pas dans les faits. Vous parlez du Mali croix, mais vous avez toute autre attitude. Ça se voit. C'est pourquoi moi je ris. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit sincère avec ce qu'on dit. Il faut qu'on ait la conviction de ce qu'on dit. Si on n'a pas la conviction de ce qu'on dit, ne le disons pas. Alors, après le Maroc, que s'est-il passé? Ah là. Maintenant, je vais lire, hein. Permettez-moi de lire sur la tablette. En référence à votre lettre subvisée relative aux procédures portées en objet, j'ai l'honneur de vous informer que pour tout changement, non, pour tout acheminement de l'aide humanitaire au Niger, faudrait utiliser c'est plus gros que ma bouche. C'est plus gros que ma bouche. J'ai dit vous savez, le gouvernement du Niger a produit un communiqué. Et dans le communiqué du gouvernement du Niger,
Ils n'ont pas écrit comme ça, mais le communiqué dit Keïta Cheikh Oumar nous a édifiés lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Keïta Cheikh Oumar était auprès de son président et de son gouvernement pour les appuyer, connaissant mieux les attitudes et les comportements de la Côte d'Ivoire, particulièrement du président Alassane Ouattara. Le général Tiani a instruit son gouvernement. Il dit, ayant écouté ce monsieur, au regard de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, jusqu'à nouvel ordre, pas aujourd'hui ni demain ni après-demain, je ne veux plus qu'un grain de sable, un grain de riz, un grain de blé, un grain de maïs, un grain de riz qui sera consommé au Niger, si c'est du riz importé, ne passe par le port de Cotonou. Il dit, je ne veux plus jamais que nos transitaires et nos importateurs transitent. Il ne l'a pas dit explicitement comme ça, mais il a dit, pour toutes les aides dont vous avez besoin, pour toutes les aides dont vous avez soulevé autant pour moi, je souhaite qu'aucune aide ne vienne par le Bénin. En d'autres termes, si on refuse que les aides viennent par le Bénin, est-ce qu'on va permettre aux importateurs, aux transitaires de faire venir leurs marchandises par le Bénin? Non. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les meilleurs amis. Et le général Tiani a pris la décision, la résolution. Et ce qui est grave, selon nos sources dignes de foi, le président togolais Faure Gnassingbé a été catégorique. Il ne peut pas être le porteur des excuses de M. Patrice Talon auprès des autorités militaires de l'agence et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Waouh! En effet, son Excellence Faure Gnassingbé a martelé qu'il est disponible à porter le message de la CEDEAO aux autorités des pays de l'AES et non les excuses d'un homologue à ses pairs. Il a estimé que si un homologue estime avoir offensé d'autres, qu'il ait le courage et la lucidité d'aller vers eux et qu'il a vexé. Ainsi, la délégation béninoise qui séjournait à Lomé est retournée bredouille sans réponse. Au moins, se laisse les camions qui étaient déjà chargés. Les camions qui portaient déjà de la marchandise. J'ai dit que j'aurais souhaité que Patrice Talon laisse ces marchandises déjà chargées rentrer et dire que les prochains qui arrivent, il faut qu'ils détournent les bateaux ailleurs. Voilà en politique comment un président travaille de façon raisonnable. Quelle que soit la difficulté du coup d'État, quel que soit l'énervement de la CEDEAO, Patrice Talon aurait pu dire non, attendez, on est prêt à frapper le régime. Mais les premières personnes concernées, c'est la population. Même si on veut frapper le Niger, on ne peut pas le faire avec les produits qui sont déjà en cours de chargement pour Niamey. Il faut laisser ces produits-là rentrer à Niamey et se préparer et demander poliment aux autorités de dire à leurs transitaires, à leurs importateurs, de trouver un autre port d'accueil, que les ports de la CEDEAO les sont fermés. Voilà comment dans la diplomatie on se respecte. Voilà comment dans la politique on se respecte.